Madame, Monsieur, bonsoir. Santé des entreprises au menu de questions d'actu ce soir. Et le chiffre du jour, 13 000. Il devrait y avoir 13 000 cas de défaillance d'entreprises au Maroc en 2023. Cette prévision pour le peu alarmiste nous provient d'un grand cabinet de l'assurance crédit entreprise. Un chiffre en légère hausse, soit 5% par rapport aux cas enregistrés en 2022. Et le phénomène n'est pas propre au Maroc. En comparaison, par exemple, avec la France, où en 2023, il devrait y avoir 59 000 entreprises françaises qui seraient défaillantes, 41% de plus qu'en 2022. Mais restons au Maroc. Aujourd'hui, les TPE marocaines font face à la conjugaison d'un nombre d'éléments conjoncturels compliqués. Faible croissance économique, la hausse des taux d'intérêt et bien naturellement l'inflation et cette flambée de la facture énergétique ainsi que des coûts des intrants ou encore, et ça ne remonte pas à 2022, encore moins à 2021, la difficulté de la TPE marocaine à accéder à la commande publique, ce qui n'a pas manqué donc d'impacter la rentabilité et la trésorerie de la plupart des TPE marocaines. Mais alors, que faut-il faire pour sauver ce qui peut encore être sauvé ? Le cas échéant, que risquent réellement ces entreprises en difficulté? Quels impacts directs et indirects de leur situation à court et moyen terme? Pour le débat de ce soir, je reçois le directeur études et communications d'Inforisque, Amine Diori. Bonsoir. Bonsoir Khadija, merci de me recevoir. Merci à vous d'avoir accepté l'invitation de Questions d'actu. Et nous avons également avec nous le président de la Confédération marocaine de la TPE et PME, Abdelal Fargui. Bonsoir. Bonsoir et merci pour l'invitation. Bienvenue, marhaba, merci à vous de l'avoir accepté. Se joint à nous depuis Marrakech, l'ancien vice-président du Centre des jeunes dirigeants, Radouane Amine. Bonsoir et merci à vous également de vous joindre à nous. Merci madame, merci pour votre invitation et d'avoir associé le sujet. Marhaba. Alors, Amine Diori, bien naturellement, on va parler chiffres avec vous. Nous avons l'habitude de vous accueillir justement pour commenter les publications et les chiffres publiés par Inforisque, c'est un peu votre spécialité. Est-ce que ce chiffre de 13 000 cas de défaillance attendus pour 2023, est-ce qu'il est en phase avec les prédictions d'Inforisque? Alors, tout d'abord, si vous faites référence à la dernière étude d'Allianz Trade qui a été publiée sur les chiffres de défaillance donc de personnes morales au Maroc, sur le volet historique, oui, tout à fait, puisque Allianz Trade reprend les chiffres publiés par Inforisque, en tout cas collectés par Inforisque dans le cadre des entreprises défaillantes. Par entreprise défaillante, on parle de personnes morales ayant subi soit un redressement, soit une procédure de sauvegarde, soit une liquidation judiciaire. Ça, c'est la première chose. Sur les prévisions qui ont été faites, disons qu'il y a un écart parce que tout simplement 5% d'augmentation estimée par Allianz Trade, ça me semble très peu, sachant que j'ai regardé simplement les derniers chiffres à la fin du premier trimestre et on est déjà sur une croissance assez importante des défaillances d'entreprise. On est déjà à presque plus 30%. Donc, il faut prendre ce chiffre comme il est, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est un indicateur qui est important et qui montre qu'effectivement, il y a une situation qui se dégrade pour un certain nombre de personnes morales marocaines. Et donc, effectivement, c'est un indicateur négatif. Alors, j'ai vu d'autres indicateurs qui étaient positifs, macro, etc. Mais clairement, celui des défaillances ne sera pas bon cette année. En tout cas, le trend qu'on a pris aujourd'hui n'est pas bon. Alors, si on se fie au trend que vous venez de nous dévoiler, à savoir sur le premier trimestre, une évolution quand même importante à deux chiffres, qui est de 30%. Donc, finalement, ces projections que le nombre de cas défaillances d'entreprises enregistrées en 2022 devrait croître de 5%, il n'est pas vraiment à prendre en considération en regardant les chiffres du premier trimestre. Si on est déjà à une augmentation de 30% annuellement. Oui, tout à fait. C'est annuel ou c'est par trimestre l'évolution à 30%? Alors, les 30%, c'est par rapport au trimestre de l'année précédente. Donc, un glissement annuel. Mais voilà, si on fait une projection par rapport déjà au premier chiffre, il est évident que 5% d'augmentation me semble optimiste. Très. Oui. Alors, peut-être un commentaire, Abdelal Fargui, vous, en tant que président de la Confédération marocaine de la TPE et PME. Et j'ai remarqué que dans l'intervention d'Amine Diori, il a vraiment insisté sur les personnes morales. Oui, c'est nouveau. Donc, pour nous, on a insisté à ce que les chiffres de 13 000 publiés
dernièrement aux 12 000 publiés par InfoRisque, il faut le signaler que ce ne sont que des entreprises à personnes morales. Mais les personnes physiques, c'est plus que ça. Donc, quelle est la part aujourd'hui, quand on parle de TPE, quelle est la part des personnes physiques au Maroc par rapport aux entreprises avec le statut de personne morale? Est-ce qu'elles sont... C'est plus de 65. Donc majoritaire. Voilà. C'est très, très majoritaire. Dans les villes, lorsqu'on sort dans les villes, on ne voit que des personnes physiques, des snacks, des petits projets, etc. Très peu de sociétés dans les villes. Donc les sociétés sont concentrées dans l'axe Rabat-Casa et d'autres villes autres. Mais ces chiffres-là ne reflètent pas la réalité. La réalité, c'est plus que de 25 000 entreprises qui ont fait faillite en 2022. Et si les chiffres vont augmenter 30%, c'est parce que 250 000 TPE sont menacées de faillite. Donc, vous voyez, donc 250 000 sont TPE sont menacées de faillite, des personnes physiques majoritaires. Et des SARL. Pourquoi? Parce que les commandes sont de moins en moins lancées. Il y a le financement. Les banques, ils sont arrêtés parfois les lignes de financement. Donc les TPE qui avaient des sociétés qui avaient des lignes de financement, beaucoup de banques l'ont arrêté maintenant. Il y a aussi le financement des TPE, les nouveaux, par exemple Telaka, il est en stand-by. Donc, plusieurs projets sont en stand-by ou bien arrêtés. Il y a les commandes, les 20% n'est pas encore appliqué. Donc, vous voyez, donc il n'y a pas... les 20% des commandes publiques. Vous évoquez la commande publique, voilà. Voilà, la loi 156 de 2013. Depuis 2013 jusqu'à maintenant, donc on n'a pas appliqué le quota de 20%. Donc, ces TPE, ils souffrent énormément. Mais le gouvernement, l'ancien gouvernement et ce nouveau gouvernement n'ont rien fait pour soulager cette souffrance. Ils ont un problème d'accès au financement très grave. Ils ont un problème d'accès aux commandes publiques, mais aussi aux fonciers. Il n'y a pas une zone industrielle au Maroc adaptée au TPE. Oui, il y a pas nous allons revenir aux raisons, mais juste vu que nous sommes en train de commenter déjà ces chiffres, toujours selon ce même rapport de ce même cabinet d'assurance crédit des entreprises, Alliance Trade, eh bien, et c'est un peu logique, vous me direz, c'est l'axe Casablanca-Rabat-Tanger qui est impliqué dans près de la moitié des défaillances, ce qui est logique parce qu'il y a plus d'entreprises là-bas. Moi, je voudrais vous interpeller sur le reste des régions du Maroc. Est-ce qu'il y a vraiment une tendance dans une région qui pourrait inquiéter plus que d'autres? Oui, ce sont des régions, par exemple, dans le nord, il y a que l'axe Tanger qui est en activité permanente. Mais d'autres régions sont, par exemple, dans d'autres villes dans cette région, par exemple, Ouazzane, Chaoun, dans des petites villes, ou bien dans le sud, donc Zagoura et d'autres, et Ouarzazate, etc. Donc, dans ces petites villes, il n'y a pas d'activité. Donc, il y a une saison où, par exemple, la basse saison, où toutes les entreprises sont en arrêt presque total. Et maintenant, ils commencent donc maintenant, c'est la haute saison, ils commencent à travailler. À la base, des entreprises saisonnières. C'est-à-dire ce sont des entreprises qui sont liées, par exemple, peut-être au tourisme. Des services liés au tourisme. Ou d'autres activités de service, absolument. Voilà. Oui. Donc, ce qui fait que... c'était un peu attendu. Mais moi, le chiffre qui m'a vraiment... qui a attiré mon attention, c'est ce 250 000 entreprises menacées de faillite que vous avez avancé. Oui, par exemple, déjà en 2019, il y avait plus de 10 000 entreprises qui ont fait faillite. Ils n'ont pas 8 000, il y a plus de 10 000. Il y avait aussi ces problèmes d'accès aux commandes, d'accès au financement, etc. Mais avec Covid, ils n'ont pas reçu d'accompagnement, ils n'ont reçu aucun financement. L'oxygène, crédit oxygène était destiné aux moyennes et grandes entreprises. Les autres lignes de relance n'ont pas bénéficié, les TPE n'ont pas bénéficié de ces lignes. Alors ils ont retardé petit à petit leur défaillance en attendant
de voir des jours meilleurs, donc avoir des commandes, etc. Mais on a... Donc en fait, sur le nombre, si j'ai bien compris, en faisant un calcul rapide, sur le nombre total des entreprises menacées de faillite, 10% font faillite, ou un peu moins. Oui, oui, c'est la plupart. Oui. J'aimerais rebondir sur tous ces chiffres parce que, bon... J'allais vous faire rebondir parce que vous, oui. vous avez effectivement la donnée relative, en tout cas aux personnes morales, pas aux personnes physiques, puisqu'on fait bien de préciser. Mais est-ce que vous confirmez cette tendance? Parce que nous parlons quand même de chiffres... Déjà, il y a déjà une question de fond, qui est la question des sources. Je serais curieux de connaître effectivement les sources de M. El-Ferghi. Moi, je me fie effectivement aux données légales qui sont publiées via les tribunaux de commerce, mais même quand vous posiez la question de savoir combien il y a d'entreprises au Maroc, il suffit de regarder les chiffres de la DGI, par exemple, tout simplement. Aujourd'hui, il y a à peu près 600 000 personnes morales qui déclarent l'IS et à peu près 1,2 million de personnes physiques. Donc, si je retiens le nombre de 250 000 entreprises en faillite ou quasiment en état de faillite, ça représente plus de 20% du total, ce qui est absolument gigantesque. Donc après, je n'ai pas envie de rentrer dans un débat d'experts sur les chiffres, mais juste pour dire, pour moi, ce qui est important, c'est d'avoir, de s'appuyer sur des sources fiables. Et nous, c'est les tribunaux de commerce, c'est la DGI, c'est toutes les institutions qui publient des chiffres sur les entreprises. Ça, c'est la première chose. Ensuite, effectivement, on a abordé la question des causes effectivement de ces défaillances d'entreprise. Elles sont multiples, on a commencé à les évoquer. On va les évoquer. Ouais. Je finis le tour de table sur d'abord un commentaire sur ces chiffres qui ont été publiés par Alliance Trade et puis on reviendra bien naturellement à ce chapitre des raisons. Et il y en a un bon nombre. Je me tourne vers vous, Redouane Amine, un commentaire sur les chiffres qui ont été publiés et tout particulièrement peut-être un commentaire sur la région où vous vous trouvez aujourd'hui, à Marrakech. Alors, pour les 13 000 annoncés, moi je pense que c'est un chiffre moyen, je dirais optimiste même, parce qu'il y a pas mal de données à inclure dans le raisonnement. D'ailleurs, pour analyser la défaillance des entreprises, plusieurs facteurs devraient être mis en jeu. Donc, il y a l'aspect économique, stratégique, financier et organisationnel. Mais à ce que M. Diori a évoqué, j'ajouterai aussi les entreprises dites inactives. Donc, c'est vrai que les chiffres publiés par Alliance Trade et concernant les différentes entreprises concernent la publication des tribunaux de commerce, sachant qu'il y a énormément de choses à dire sur ce volet-là, par rapport aux entreprises qui sont en cours de redressement, qui sont en procédure de sauvegarde. Mais ce qui m'intrigue le plus, ce n'est pas ce chiffre, mais les chiffres de la DGI concernant les entreprises dites inactives. Ça veut dire que les entreprises qui n'ont pas passé le cap pour déclarer leur faillite ou passer par les tribunaux. Donc, vu l'effet psychologique des entrepreneurs marocains, donc ils préfèrent garder l'entreprise dormante au lieu de déclarer sa faillite, et c'est socioculturel. Mais à mon sens, le chiffre il est optimiste. Donc il y a plus que ça, et je pense que durant le débat on aura l'occasion de présenter pourquoi et comment il y aura plus de ça comme entreprise défaillante. Alors, justement, vous vous trouvez à Marrakech, je voudrais juste peut-être vous reposer la question par rapport à la région, et notamment parce qu'on a parlé de régions qui dépendent fortement du tourisme. Est-ce que, avec les chiffres qui ont été annoncés par la tutelle, et donc effectivement le secteur a nettement repris le rythme d'avant Covid, donc de 2019, est-ce que vous confirmez la tendance? Est-ce que les entreprises commencent effectivement à ressentir ce rebond et à sortir de la zone rouge? Je confirme, heureusement pour la destination Marrakech,
il a repris des belles couleurs. On a un taux d'activité très respectable. Les gens ont repris leurs activités, toute la chaîne de valeur du tourisme, allant de l'hébergement, de la restauration. Donc, on affiche des chiffres très, je dirais, positifs. Et ne serait-ce que pour le mois d'avril, c'était plein. Marrakech a heureusement repris son activité. Quoi qu'il y avait de la casse, c'est normal avec la crise Covid. Il y avait pas mal de gens, surtout les petits, qui ont souffert par rapport à la trésorerie, par rapport aux échéances, par rapport au remboursement des prêts, notamment les loueurs de véhicules, transports touristiques, les quelques petits riads, petits hôtels, mais les grandes institutions ont gardé le cap. Et là, je confirme que Marrakech, heureusement, de par mon activité en tant que conseil d'entreprise, je vois pas mal d'entreprises dans le secteur touristique qui ont repris leur activité par la belle façon qu'on peut espérer. Alhamdoulilah, qui sortent la tête de l'eau, effectivement. Oui, exactement. Alors, donc, Amine Djouri, ce n'est pas propre au Maroc, je le disais dans mon introduction et c'est cité dans le rapport de Alliance Trade. Alors les raisons, bien naturellement, c'est le ralentissement économique. Là, c'est international. Les pressions inflationnistes, pareil. Où le Maroc se démarque-t-il par rapport aux autres facteurs? Et je parle bien exogènes, parce qu'on va parler aux facteurs propres à l'entreprise qui font que l'entreprise est défaillante ou pas, parce qu'il ne s'agit pas que de facteurs venant de l'extérieur. Alors, déjà, ce qui nous différencie de l'international, c'est une chose qui est quand même essentielle. Oui, effectivement, vous avez cité le cas de la France. Il y a eu une reprise très forte cette année, mais il faut se rappeler aussi que les chiffres publiés par Altares montrent qu'ils sont en dessous des chiffres de 2019. C'est-à-dire que malgré la croissance forte de cette année, on est toujours en dessous. Et ça, il y a une raison très simple, et c'est le cas pour beaucoup de pays étrangers. C'est aussi la question budgétaire, c'est-à-dire que 2020, il y a le Covid. Un certain nombre d'États, quasiment tous les États ont mis en place du financement budgétaire pour soutenir l'économie, les entreprises, etc. Certains pays ont arrêté très vite, c'est le cas du Maroc dès 2021. Disons que les aides qui avaient été apportées en 2020 se sont arrêtées. Vous faites allusion aux crédits, donc pas les aides. On parle des je pense des indemnités CNSS. Voilà, il y avait les indemnités CNSS, les crédits oxygène, etc., etc. Tout ça a été mis en place en 2020. En 2021, tout ça s'est arrêté, pour être clair. Dans d'autres pays, c'est le cas de la France notamment, les aides ont continué pendant près d'un an et demi. Et d'ailleurs, ça a participé à creuser les déficits budgétaires d'un certain nombre de pays, notamment la France, qui a aujourd'hui un déficit public de l'ordre de 112%. Nous, on a fait le choix justement de limiter la casse budgétaire. Et donc, effectivement, à un moment donné, très vite, la tendance des différentes entreprises a repris. C'est-à-dire 2020, il y avait eu une baisse historique, et dès 2021, ça a repris. Et le rythme depuis 2021 est sur un rythme de croissance de l'ordre de 20-25% au Maroc. Ce qui nous différencie complètement de nos partenaires étrangers. Mais qu'en est-il des raisons derrière, justement ? Alors, je l'ai cité. Non, mais quand on parle de ces raisons, par exemple, est-ce qu'une entreprise en France ou ailleurs, elle attend cette commande publique pour survivre? Parce que c'est l'un des éléments qui ont été évoqués tout à l'heure par Abdel Fergui. Alors, si on rentre dans ces causes, effectivement, la commande publique, effectivement, une cause importante. La deuxième cause, évidemment, on peut parler aussi d'autres facteurs liés à l'environnement des affaires, les délais de paiement, autre chose. Voilà, il y a un certain nombre le renchérissement des coûts de matières premières. Mais ça, c'est partout. C'est-à-dire que c'est un élément, c'est un facteur que se partagent beaucoup de pays ou beaucoup d'entreprises, quelles que soient leurs origines. Tout à fait. Et il faut se rappeler aussi, quand même, la cause de ces défaillances, c'est qu'à la base, un certain nombre d'entreprises étaient fragilisées. Ce qui n'était pas le cas. Je rappelle une étude du HCP qui date d'il y a quelques mois qui disait que 50% des entreprises avaient une trésorerie nulle et ne permettaient pas de voir au-delà d'un mois. Et ça, c'est extrêmement important. Avant même que débute la guerre en Ukraine, déjà un très grand nombre d'entreprises, la majorité, avaient déjà une trésorerie qui était étendue. Donc évidemment, compte tenu du contexte qui s'est intensifié ces derniers mois, évidemment, ça a permis de fragiliser encore plus nos entreprises, et notamment les plus faibles d'entre elles, les TPME. Alors, on parle de faible croissance économique, de la hausse des taux d'intérêt, mais cela, si on se fie à ce que vous avez dit tout à l'heure, Abdel Fergui, que déjà
les toutes petites entreprises ont du mal à accéder au financement. Donc finalement, la hausse du taux directeur ne change pas grand-chose pour la toute petite entreprise marocaine. Oui, ça change pour les PME, les petites et moyennes entreprises, mais les TPE n'ont toujours pas accès au financement. Donc, ça fait plusieurs décennies que les banques demandent des garanties réelles aux TPE. Par contre, aux PME, ils sont flexibles. Donc, il y a des lignes de financement qui sont adaptées aux PME. Mais les lignes de financement qui existent maintenant ne sont pas adaptées aux TPE. C'est la même chose pour le foncier. Il y a des lots qui ne sont pas adaptés aux TPE. Donc au Maroc, jusqu'à maintenant, on n'a pas intégré la TPE dans tout le programme économique. Donc il y a la PME nous n'avons que 30 000 PME au Maroc, mais ce sont eux, avec les 300 grandes entreprises, qui dominent le tissu économique du Maroc. Par contre, nous avons plus de 4 millions de TPE qui représentent plus de 95% de l'économie du Maroc, qui sont marginalisés. Donc, vous avez parlé tout à l'heure de la France. La France, il a subventionné les TPE. Donc, au niveau de l'énergie, au niveau de pas mal d'accompagnement, lorsque les prix ont augmenté. Mais nous n'étions pas. L'État n'était pas intéressé par les TPE. Par contre, par les grandes entreprises de transport, etc. Donc, et nous avons fait l'étude concernant Covid, les effets de Covid. Il y avait 83% des TPE qui étaient menacés de faillite et qui n'a pas reçu, qui étaient en arrêt total. Selon l'étude de votre confédération. Voilà. Donc, oui. Il y avait pas mal des secteurs qui sont très touchés, le secteur des services et non pas du tourisme. Mais l'État, le patronat, et d'autres cabinets, ils ont publié des chiffres qui ne reflètent pas la réalité des choses. Donc, ce sont des chiffres qui se tournent vers le tourisme, vers d'autres. Notre étude a démontré que les secteurs qui étaient les secteurs les plus touchés, c'était les services, le commerce, le bâtiment et le tourisme en 4e lieu, et non pas en 1er lieu. Mais ce sont eux, pourquoi, avec le transport. Puisqu'on parle des raisons, pourquoi ce secteur en particulier a été touché. Maintenant, on ne parle pas du Covid, vraiment, parce que le Covid, je pense qu'il est... Ouais, les effets de Covid. C'est derrière nous. Mais pour 2022 et pour 2023, pourquoi est-ce que vous pensez que les services restent le secteur le plus touché? Si oui, pour quelles raisons? Oui, ce sont les secteurs les plus touchés parce qu'ils n'étaient pas accompagnés tout d'abord. Ils ont engendré beaucoup de dettes, donc des locaux, etc. On reçoit au sein de la Confédération beaucoup de réclamations au niveau des dossiers avec pas mal juste en arrivant ici, il y a pas mal des TPE qui m'ont contacté, il y a pas mal des problèmes au niveau des tribunaux concernant ces TPE. Donc, ils ont engendré les effets de Covid avec l'inflation et tout, mais il n'y avait pas un programme d'accompagnement. Nous avons sollicité le gouvernement, l'ancien gouvernement et ce gouvernement pour qu'il lance un programme adapté aux TPE, non pas aux PME et grandes entreprises, et les accompagner vis-à-vis des commandes publiques. Le quota de 20% n'est pas encore appliqué. Donc la loi de 156 qui donne 20% des commandes publiques aux TPME. Et si on regarde l'investissement de l'État, il est autour de 300 milliards de dirhams. Donc chaque année, les TPE perdent 60 milliards de dirhams. Donc vous voyez, c'est une somme où s'il est injecté dans ce nombre de TPE et PME... En fait, elle ne la perd pas, mais elle n'y a pas accès, en fait. Sur ces 60 milliards de dirhams, elle n'y a pas accès, parce qu'ils ne les perdent pas techniquement, en fait. Non, ils les perdent techniquement. Ce sont des quotas destinés aux TPE. Mais ils ne les perdent pas parce qu'ils ne les gagnent pas pour les perdre. En fait, ils ne les gagnent jamais. Ouais, voilà. Jamais, mais en tout cas, ils doivent en gagner une petite part ou un petit quota. Oui, si on regarde la loi... La loi 156. C'est 20% de l'ensemble du budget d'investissement public. C'est leur droit. Pourquoi vous pensez que, malgré que la loi a été promulguée, elle n'est pas appliquée? Lors de ma dernière réunion avec Madame la ministre des Finances,
il m'a promis qu'il y aura le décret d'application. Donc ça manque des décrets d'application pour appliquer les budgets. Parfois, ces lignes de commande, ils sont applicables au niveau du ministère, mais dans d'autres départements de l'État, il n'est pas appliqué. Un commentaire aussi sur les raisons des défaillances d'entreprises Erdouane Amine, et j'aimerais bien vous interpeller sur les raisons fiscales, puisque vous êtes vous accompagnez des entreprises, mais pas que. Au-delà de cela, je parlais de facteurs exogènes à l'entreprise. Qu'en est-il de l'entreprise elle-même? Les entreprises ne sont pas défaillantes juste parce qu'elles n'ont pas accès à la commande publique ou au financement. Est-ce qu'il y a des raisons internes et propres à l'entreprise qui font que cette entreprise est défaillante? Effectivement, en plus des facteurs exogènes exposés, il y a, à mon sens, j'ai tendance à dire que il y a aussi la responsabilité des dirigeants, la responsabilité des entrepreneurs. Parce que à maintes reprises, on constate qu'il y a une confusion de patrimoine déjà, patrimoine de la société et patrimoine personnel. Donc ça, c'est de un. De deux, les comportements des dirigeants d'entreprises, notamment les TPE, c'est à revoir, à améliorer. Parce qu'on ne peut pas jeter toute la responsabilité sur l'autre, sur le financement, sur le foncier, sur le gouvernement, sur la nation. Mais il y a aussi, et c'est ce qu'on fait au CJD, c'est travailler sur l'entreprise, travailler sur l'entrepreneur. Donc, c'est des compétences managériales à développer. C'est une façon de faire, une façon de gérer d'une manière stratégique. Donc, j'ai tendance aussi à croire que, d'un point de vue anthropologique, l'entrepreneur marocain, ou l'homme, je dirais, le Marocain, il est par essence commerçant et non entrepreneur. Donc, même la vision de l'entreprise, c'est vision du one-shot, vision d'une affaire, c'est pas une vision long-termiste, c'est une vision où on peut se projeter vers l'avenir, où on peut voir le bébé entreprise grandir. Donc ça, c'est une de nos doléances par rapport à ce qu'on fait au CJD, c'est que on doit inculquer aux dirigeants, aux chefs d'entreprise, la notion d'entrepreneuriat beaucoup plus que la notion de commerce. Parce que on peut commercer du jour au lendemain, mais il n'y a pas une vision, c'est pas une vision stratégique, comme disait votre invité par rapport à l'étude du Haut-Commissariat concernant la trésorerie. Amine Diori, on a un sérieux problème par rapport à la trésorerie des entreprises, 50%, comme ça a été dit, n'ont pas de visibilité plus d'un mois. Donc, c'est plus un comportement managériel et une éducation à l'entrepreneuriat. C'est ce qu'on milite depuis la création du CJD au Maroc. C'est pour justement faire émerger cette nouvelle génération d'entrepreneurs qui ont une vision, qui ont un business model qui est à même de les prémunir par rapport aux effets exogènes qu'on ne peut pas négliger non plus, parce qu'il y a un contexte international, il y a de l'inflation, il y a la Covid qui est passée par là, mais la responsabilité du manager, la responsabilité du directeur et de l'entrepreneur, elle est là. Donc c'est une composition entre les effets exogènes, mais aussi la responsabilité et le comportement managériel du chef d'entreprise. Ce qui est intéressant, c'est que le Marocain entreprend. Parce que si l'on se réfère aux derniers chiffres publiés par l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale, l'OMPIC, 15 352 entreprises ont été créées au Maroc durant les 2 premiers mois de l'année en cours. Donc déjà là, on dépasse même les cas de défaillance d'entreprise. Donc en fait, il y a une espèce de roulement. C'est un peu comme ce qui se passe aux États-Unis, à Amine Diori. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des entreprises qui meurent, mais il y en a autant, si ce n'est plus, qui sont créées. Oui. Oui, effectivement. C'est un élément, c'est une donnée à réellement prendre en considération pour ne pas avoir vraiment le verre à moitié vide ou même sans pour autant lier cela à un excès d'optimisme, mais en tout cas de réalisme. Il y a 15 000 entreprises qui sont créées en 2 mois seulement. Oui, non, je suis complètement d'accord. Et d'ailleurs, dans les études que nous publions, il y a un indicateur qui est très important, qui est celui du ratio entre les créations et les défaillances. Aujourd'hui au Maroc, il y a 5 entreprises créées pour une défaillante.
C'est ça la réalité. C'était 10 entreprises créées pour une défaillante il y a 10 ans de ça, donc le ratio s'est dégradé, mais effectivement, il y a 5 fois plus de créations que de défaillances d'entreprises. Donc oui, on devrait être content de voir que notre écosystème d'entreprises grandit d'année en année, et c'est le cas. Mais le vrai problème, il n'est pas là. Le vrai problème, c'est que si on prend uniquement le périmètre des personnes morales, 700 000 plus ou moins, et qu'on regarde la composition, 95%, ce sont des TPE. Elles font moins de 10 millions de dirhams de chiffre d'affaires. Et quand on regarde les toutes petites entreprises qui font moins d'1 million de dirhams de chiffre d'affaires, c'est la majorité. Donc aujourd'hui, c'est ça notre écosystème d'entreprise. C'est que plus de 50% de nos entreprises font moins d'1 million de dirhams. Donc ça veut dire qu'elles sont dépendantes, elles sont généralement monoclients. Et quand elles sont monoclients, forcément, elles subissent aussi des délais de paiement qui sont extrêmement longs. Les banques ne veulent pas de leur prêter d'argent, donc effectivement, c'est tout ça. Les délais de paiement, c'est une question d'administration publique, parce que l'administration publique s'est engagée effectivement à respecter les délais des 160 jours, c'est ça? Alors, si vous parlez de la relation... Oui. Alors après, si c'est avec l'État, effectivement, aujourd'hui, en moyenne, l'État ne dépasse pas les 40 jours de ce qui est publié en matière de données de délais de paiement public. Mais ça, la question n'est pas là. C'est quand une entreprise privée travaille avec une autre entreprise privée, en moyenne, elle est payée au-delà de 6 mois. C'est ça la réalité. Donc, quand vous êtes payé au-delà de 6 mois et qu'au départ, vous n'êtes pas super bien capitalisé, c'est-à-dire que vous avez mis un capital social qui est très faible, vous êtes payé très tardivement, vous avez un seul client, votre banquier ne veut rien vous prêter, forcément, au bout d'un moment, ça devient un peu compliqué. Et en plus, si vous avez réussi à emprunter, c'est-à-dire le cas de milliers de TPE en 2020, aujourd'hui, avec l'augmentation des taux d'intérêt, vous devez rembourser des taux d'intérêt qui sont encore plus élevés. Donc ça fragilise encore plus votre trésorerie. C'est ça aujourd'hui le nœud gordien que vivent un grand nombre d'entreprises. Alors justement, réduire les délais de paiement, ça c'est parmi les choses pour lesquelles vous militez depuis quelques années maintenant. Abdel Al-Felghi, sur ce même plateau, nous en avons discuté il y a quelques années. Effectivement, il y a la tutelle, notamment le ministère du Commerce, qui a publié ce projet de loi qui a été voté. Oui. Et qui devrait normalement faciliter ce goulot d'étranglement, parce que c'est vraiment un des freins et un handicap pour la trésorerie, c'est cette question de délai de paiement. Est-ce que vous pensez que la loi fera l'affaire et suffira, quand bien même elle est appliquée avec les décrets nécessaires, elle suffira à vraiment endiguer ce phénomène de délai de paiement? Malheureusement, au Maroc, nous avons beaucoup de lois, mais sur le terrain, ça se passe d'une autre manière. Donc l'État, maintenant, il a prolongé le délai de paiement. Nous avons plusieurs cas. J'ai été contacté des réclamations des administrations qui dépassent les 8 mois et plus. Donc, il y a même entre secteur privé, donc les TPE et les PME et les grandes entreprises, les moyennes et les grandes entreprises, ça dépasse maintenant les 18 mois. Donc, depuis Covid jusqu'à maintenant, le délai de paiement a été prolongé, il a été doublé dans d'autres cas. Le problème au Maroc, c'est qu'on ne se soucie pas de, comme a dit Sidiouri, le tissu économique du Maroc, c'est plus que des PME, c'est des TPE. Des TPE qui font un chiffre d'affaires de moins de 3 millions de dirhams. Nous avons une guerre des chiffres au Maroc. Une guerre de définition, oui. Donc chacun définit la TPE à sa... C'est un débat qui est en stand-by, j'ai remarqué. Donc, malheureusement... On en a parlé, c'est quand même... Ouais. Parce qu'on parle de charte d'investissement. Il y a cette nouvelle charte d'investissement qui parle de la TPE, qui veut justement dédier une part de ce projet de nouvelle charte d'investissement à la TPE. Mais quelle est la TPE? Voilà. Donc, pour la PME, en fait, il y a plusieurs définitions. Pour la définition de la TPE, nous avons travaillé, lorsqu'on était dans la Fédération des jeunes entrepreneurs, nous avons travaillé avec le gouvernement Yousfi depuis 1999 jusqu'à 2002 pour sortir une charte, le livre blanc, avec une charte de la PME. Et nous avons attendu depuis 2002 jusqu'à maintenant qu'un gouvernement s'attaque au dossier de la TPE. Et ça fait quand même un quart de siècle qu'on a du mal à définir ce que c'est qu'une TPE. Voilà, on n'a pas arrivé à définir une TPE. Pourquoi? Sauf que dans le gouvernement Ben Kiran Ier, nous avons travaillé pendant 1 année et demie. Et il a été lancé la stratégie TPE
en 17 mai 2013, dans la Bibliothèque nationale, il y avait 8 ministres qui étaient présents, le patronat, tout le Banque le Maghreb et tout. On s'était mis d'accord sur une définition de moins de 3 millions de dirhams et moins de 10%. Pourquoi? Et ça a été acté, c'est signé? C'était pas signé, donc parce qu'il y avait un remaniement. Alors, les ministres qui sont arrivés ont lancé d'autres stratégies. Par exemple, Moulay Hafid, il a lancé la stratégie d'accélération industrielle. Il a délaissé la stratégie TPE. Donc, vous voyez, donc, en arrivant à ce stade, donc, nous avons défini la TPE de moins de 3 millions de dirhams, moins de 10%. Pourquoi? Parce qu'il y avait des start-up qui faisaient des chiffres d'affaires de 5 et 6 millions de dirhams, mais avec 3 ou 4 ingénieurs et développeurs. Donc, et on a associé les personnes, donc l'emploi de personnes et avec les chiffres d'affaires. Mais malheureusement, à chaque gouvernement, lorsqu'il vient un gouvernement, nous avons démarré 4 années de discussion avec l'ancien gouvernement l'Othmani. Mais lorsque Ahmed Nouchil est arrivé, donc on était informé par M. l'Othmani que nos dossiers ont été dans la passation. Ils étaient intégrés dans la passation de tous les dossiers entre l'Othmani et Akhnouch. Mais Akhnouch, maintenant, il veut qu'on recommence à zéro. Donc, au Maroc, chaque gouvernement, ou chaque responsable, ou chaque ministre, il veut recommencer. Avec Omar Faraj dans le DGI, ancien directeur de DGI, nous avons fait un parcours très important concernant les TPE, concernant les attestations fiscaux pour les TPE qui avaient des problèmes de paiement des impôts. La fiscalité, c'est aussi un frein, hein, ouais, c'est aussi sûr. une difficulté. Il y a la fiscalité, il y a les codes de travail qui n'est pas adapté aux TPE, il y a beaucoup d'ingrédients. Par exemple, les TPE, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des TPE dans les régions qui travaillent saisonnières. Donc, il faut qu'il y ait des codes de travail qui sont adaptés. Un code de travail adapté à tel ou tel secteur. Voilà. Et la loi de finances dans tout cela La loi de finances, on n'est pas contacté. Le PLF, il est élaboré entre le patronat et le gouvernement, c'est ça notre problème. Donc vous ne retrouvez pas dans le PLF? Non. Enfin, dans la loi de finances, parce que maintenant c'est une loi de finances. Non, cette année-là, on ne va pas accepter toutes les décisions qui ont été prises ni en 2022, ni en 2023. C'est-à-dire quand vous dites on ne va pas accepter? On ne va pas accepter l'augmentation de SMIC. Si le patronat et le gouvernement s'associent et se mettent d'accord avec les syndicats pour augmenter les SMIC, nous, on ne va pas accepter ça. Parce qu'on n'était pas sollicité. Parce que si le patronat, il accepte, en contrepartie, il reçoit pas mal d'exonérations, des avantages, etc. Mais nous, qu'est-ce qu'on reçoit? On augmente les impôts de 10% jusqu'à 20%. On a augmenté les impôts cette année. Sur l'IS, pendant 4 ans. Exact. On a augmenté le SMIC de 10%. Et en contrepartie, qu'est-ce qu'on a reçu? Rien du tout. Mais le patronat, il a reçu beaucoup d'avantages pour appliquer ces décisions. En tout cas, le patronat semble très satisfait de sa relation avec le gouvernement actuel. Et ça a été dit, hein, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le président et le vice-président de la CGEM qui avaient déclaré cela suite à une réunion avec un membre du gouvernement ou 2 membres, il me semble, si ma mémoire ne me fait pas défaut. Redouane Amine, peut-être un commentaire sur ce que l'on vient de discuter et sur cette question de charte de l'investissement. Est-ce que la TPE s'y retrouve finalement dans cette charte de l'investissement? Je reviens sur la problématique de la définition de la TPE et de la PME. Ça ne m'étonne pas. Effectivement. Oui. Parce que c'est vraiment un débat de longue date et on n'arrive pas vraiment à cerner c'est quoi une PME, c'est quoi une TPE. Donc, même lorsqu'un responsable souhaite mettre en place un programme dédié, il faut déjà définir la cible, c'est qui est la TPE et la PME. Donc, ni la définition est claire, ni un programme ciblé il est déjà là. Je reviens aussi sur la fiscalité qui fait partie des fameux F, formation, foncier, fiscalité et financement. Donc, je rebondis sur ce qu'a dit M. le Président de la Confédération concernant
la hausse de l'IS de 10 à 20% et la réduction de l'IS pour les grandes entreprises de 31 à 20% à horizon 2026. Moi, ce qui m'inquiète beaucoup plus, et par rapport aux dirigeants, par rapport aux chefs d'entreprise que je côtoie, c'est non seulement le taux d'imposition, mais surtout la complexité du système fiscal, la multiplicité des taxes. Chaque secteur, il a de multiples taxes à payer. On parle juste de l'IS, TVA, mais il y a énormément d'autres choses, d'autres taxes. N'oublions pas que sur les taxes locales, on a une trentaine de taxes locales à payer et la taxe qui est objet de c'est la taxe professionnelle. Donc on comprend toujours pas pourquoi il existe. Il demeure sur notre système fiscal, quoique ça a été abandonné sur d'autres cieux. Mais la taxe professionnelle, il pèse lourd par rapport à l'investissement, par rapport au développement de l'entreprise, parce que c'est entre 10, 20 et 30 selon la classe. Mais à mon sens, c'est beaucoup plus. Parce que sa base de calcul, il est vraiment injuste par rapport à une entreprise qui souhaite se développer, qui souhaite, je dirais, investir. Par rapport aux autres taxes, c'est des taxes par activité, par branche d'activité, tourisme, on a les taxes de séjour, de débit de boisson, de promotion touristique, et j'en passe. Donc la fiscalité, certes, il fait partie des conditions de décision d'investissement dans un secteur ou dans un pays, mais à mon sens, il faudra, sur ce volet fiscalité, mieux je dirais, alléger non seulement le poids, mais surtout alléger le nombre de taxes, le nombre de prélèvements. Et on voit aussi la fameuse RAS, la retenue à la source, qui a fait couler beaucoup d'encre au moment de son élaboration en décembre et janvier. Mais là, il est là. Et ça a mis je dirais, en difficulté pas mal d'entreprises par rapport à leurs prestataires, par rapport à leurs propriétaires des locaux. C'est un sujet à revoir à mon sens. Mais de toute façon, il n'y a pas que la fiscalité. Donc la fiscalité, c'est un élément, mais c'est aussi un revenu pour la caisse de l'État qui en a besoin. Mais il y a d'autres facteurs à revoir, notamment et l'accès au financement foncier. Mais surtout, lorsque je parle de l'entreprise, je parle de l'humain. Et l'humain, il a besoin de formation. Parce que là, au CJD, on n'a pas proposé à ce que les chefs d'entreprise, vous avez bien évoqué qu'il y a énormément de création d'entreprises par rapport aux entreprises défaillantes, comme ça a été dit, donc 5 créations par rapport à une entreprise défaillante. Mais la question, c'est de savoir sur ces 5 entreprises créées, combien d'entreprises dépassent le cap de 3 ans, de 5 ans, combien ils emploient, combien, et au moment de la publication annuelle du recensement des 500 entreprises les plus performantes, on en trouve très rarement 2 ou 3 entreprises qui émergent parmi les 500 habituelles. Donc toute la question est là, la question de développement des entreprises, pas de création. La création et le CJD a été... C'est intéressant parce que la question que je vous ai posée, vous n'y avez pas répondu, par rapport à la charte de l'investissement. Est-ce que la TPE se retrouve réellement dans cette charte de l'investissement ou alors il faudra d'abord s'attaquer à des sujets et à des questions qui sont structurelles, d'ordre fiscal, comme vous l'avez dit, d'ordre foncier, mais aussi d'ordre humain ou de capital humain, avant de s'atteler à des chantiers comme celui de la charte de l'investissement et y associer les TPE. Vous avez parfaitement raison. La charte de l'investissement, elle est là. Les décrets sont publiés. Sauf que la TPE ne se retrouve pas, malheureusement, parce qu'il y a pas mal d'entraves pour accès à la commande publique, accès au financement. Merci. Mais la charte de l'investissement, pour être bref, moi, je ne retrouve pas vraiment l'intérêt pour une TPE. Très bien. Un commentaire peut-être sur les chiffres qui ont été donnés à Medjuli avant qu'on clôture le débat. Effectivement, je voudrais revenir sur ce qui a été dit. Donc, concernant la charte de l'investissement,
la charte n'a pas été conçue pour la TPE, elle a été conçue pour des PME, pour des ETI et des GE. Il suffit de voir les conditions qui ont été mises en place en termes d'investissement. L'objectif, c'est faire monter la part de l'investissement privé qui se situe à un niveau très faible aujourd'hui, de l'ordre de 20-25%, versus tout le reste pour l'investissement public. Et deux, c'est créer de l'emploi. Et évidemment, quand on voit les conditions d'octroi des aides par rapport à l'investissement, on voit bien que la cible visée, c'est surtout les PME, les grosses ETI et les GE. Ça, c'est la première chose. Par rapport à ce qu'a dit Sir Redouane, par rapport justement aux entreprises qui ont été créées, notamment le ratio de 1 pour 5, et effectivement, il pose une vraie question qui est celle de combien d'entreprises réussissent à passer ce cap de vallée de la mort, ce qu'on appelle les 5 premières années. Et effectivement, quand on regarde les entreprises défaillantes, on voit qu'effectivement, elles ont 5 ans d'ancienneté. Quasiment toutes, majoritairement, elles ne dépassent pas 5 ans. Donc on voit très clairement qu'il y a un gap important les 5 premières années, que c'est là où le péril est le plus important, et c'est vrai que statistiquement, on le retrouve. Et donc se pose la question de comment sont accompagnés en amont ces créateurs d'entreprises, parce qu'on évoquait le fait que c'est très bien qu'on ait un écosystème qui se renouvelle, plus de création pour des différentes entreprises, mais si à la base, on n'a pas suffisamment bien accompagné ces créateurs d'entreprises, effectivement, le risque est qu'elles ne survivent pas très longtemps. Un dernier mot, Abdelal Ferdi. Oui, concernant la charte d'investissement, moi je pose la question, comment ça se fait avec 5% de l'économie du Maroc des entreprises, on peut doubler ou bien doubler la part du secteur privé pour arriver à 550 milliards de dirhams d'investissement. C'est impossible. Donc c'est impossible d'augmenter les parts ou bien la vision de l'État ou bien du gouvernement vers la création d'emplois avec les 5%. Donc là, la charte de l'investissement, il prévoit de s'attaquer au dossier de la TPE vers la fin de l'année. Vers décembre, il y aura les décrets il y aura quelque chose pour la TPE. Nous, au Maroc, c'est le problème. C'est pas, ils sont conscients que la TPE, il peut jouer un rôle très important dans la création des postes d'emploi, dans l'investissement, etc. Mais le problème, c'est qu'on donne plus d'importance aux grands et moyennes entreprises parce qu'il y a le patronat, il y a les ministres qui partent chez le patronat pour se réunir, pour les assurer, etc. Donc le problème, c'est qu'au niveau des TPE, ils sont conscients qu'il n'y a pas beaucoup de problèmes, que les syndicats ne sont pas présents au niveau des TPE, donc il n'y a pas de conflit entre les TPE et les syndicats, mais avec les grands et les moyennes entreprises, il y a les syndicats, il y a les patronats, donc c'est un conflit que le gouvernement veut gérer. Donc pour le gérer, c'est sur le dos des TPE. Donc, et là, nous avons demandé cette année-là que soit on soit premièrement, dans le dialogue social, deuxièmement, dans le PLF, et troisièmement, si on n'est pas consulté concernant tout ce qui concerne l'investissement ou la création d'entreprises, on ne va pas y aller, on ne va pas adhérer aux décisions. Merci beaucoup, Abdelal Ferdi, président de la Confédération marocaine de la TPE-PME. Merci d'avoir participé au débat ce soir. C'est à vous. Et merci à vous également, Amine Diolé, directeur d'études et communications à Floris. Merci. Et mes remerciements vont à Marrakech pour Redouane Amine, ancien vice-président du Centre des jeunes dirigeants du Maroc. Merci, Redouane Amine. Merci à vous, la Khadija, et au plaisir. Merci. Merci à vous pour votre fidélité à notre émission. Très bonne soirée à tous.